Ils l'ont laissé mourir là-haut, pas par pendaison, pas sur un bûcher, mais dans une cage, suspendue, visible de tous, mais invisible pour ceux qui refusaient de voir. Pendant des jours, il est resté là, à gémir, à supplier, à se tordre sous le poids du froid et de la honte. Et chaque matin, le soleil se levait sur son agonie, comme si rien ne s'était passé. On l'appelait Théobald Giraud. Il n'était ni criminel, ni meurtrier, seulement un homme. Un homme qui, une nuit de février 1354, ouvrit une porte qu'il n'aurait jamais dû ouvrir. L'Argentière était une petite ville du sud de la France, nichée entre les collines et les forêts denses. Riche de ses mines d'argent, elle vivait sous la menace constante de bandits et de pillards. Les portes de la ville étaient sacrées, fermées dès la tombée de la nuit, gardées par des hommes choisis pour leur loyauté. Et Théobald, ce soir-là, était l'un d'eux, le garde de l'Est, celui qui tenait la clé. Ce fut un grincement que l'on entendit d'abord, puis le bruit mat de sabots sur les pavés. Des cavaliers, si peut-être, qui se glissèrent comme des ombres dans les ruelles sombres. Ils visaient le couvent, là où les taxes et les dîmes dormaient derrière des murs de pierre. Mais ils n'eurent pas le temps d'agir. L'alarme fut donnée, les hommes capturés, et Théobald, à l'aube, fut retrouvé debout, immobile, comme figé par ce qu'il avait permis. Il ne tenta pas de fuir, il ne nia rien, il ne dit qu'une phrase : « Je n'ai pas eu le choix ». Mais à l'Argentière, cette phrase ne suffisait pas. Dans une ville où l'honneur comptait plus que la vie, sa faute n'avait pas de pardon. Les notables se réunirent. Le peuple exigeait un exemple. Pas une exécution rapide, pas une prison douce, non. Quelqu'un hurla dans la foule : « Suspendez-le comme un chien !» Et dans un recoin oublié de la tour municipale, on retrouva un objet que l'on croyait disparu. Une cage de fer, étroite, noire, oxydée, assez grande pour un homme recroquevillé, mais pas pour un pas. Elle n'avait pas servi depuis des décennies, elle n'était plus qu'un mythe rouillé. Mais ce jour-là, on la ressortit, on la frotta, on la prépara, et on la hissa au centre de la place. Théobald fut amené là sans masque, sans corde au cou, sans escorte. On le dépouilla de son manteau, on lia ses poignets. Il regardait la foule sans haine, sans peur, peut-être avec une forme de résignation. Il ne cria pas, même quand les grilles se refermèrent sur lui, même quand la chaîne tira lentement la cage vers le ciel, jusqu'à ce qu'il flotte au-dessus des têtes, entre les toits et les cloches. Ce n'est qu'une fois suspendu qu'il parla, d'une voix faible, cassée. Il dit « Pardonnez-moi ». Mais personne ne répondit. Le soir tomba, et avec lui, le froid. Le vent glissait entre les barreaux, mordait la peau. La lune éclairait faiblement son visage, déjà creusé. Il appelait parfois, murmurait des noms, demandait de l'eau, du pain, rien ne vint. Une vieille femme s'approcha, tendit un morceau de pain vers le haut, mais un garde l'arrêta. On lui interdit de revenir. On interdit à tous d'approcher. On interdit même de regarder trop longtemps. Alors les gens passaient vite, baissaient les yeux, faisaient semblant de ne pas entendre les gémissements. Et pourtant, tout le monde les entendait. Au matin du deuxième jour, un enfant s'arrêta et leva les yeux. Il demanda à sa mère « Pourquoi il est là, l'homme ?» Elle lui dit de se taire, de ne pas poser de questions. Mais la question resta. Dans les ruelles, dans les prières, dans les rêves. La cage grinçait au vent, le fer râpait la pierre. Et dans l'air immobile de l'Argentière, un murmure montait, celui d'un homme suspendu vivant qu'on avait décidé d'oublier. Le troisième jour, il ne parlait plus. Ou alors, on ne l'entendait plus. Sa voix, râpeuse, n'était qu'un souffle entre les dents. Son corps, autrefois droit et robuste, était devenu un tas d'os repliés, agglutinés, grelottants. Les barreaux laissaient des marques sur sa peau nue. Le sang avait séché en croûtes sombres, que la pluie, fine et continue, détrempait sans pitié. La cage tournait lentement au gré du vent, grinçant à chaque bourrasque. Un homme au balcon d'en face, qui vendait autrefois des étoffes, ne dormait plus. Il disait qu'il entendait des prières venir du ciel, mais ce n'était pas Dieu qui parlait. C'était un homme suspendu, oublié, en train de mourir goutte après goutte. Le quatrième jour, des corbeaux arrivèrent. 3 d'abord, puis une dizaine. Ils se posaient sur les toits, silencieux, comme des juges. L'un d'eux osa descendre sur le sommet de la cage. Il observait. Longtemps. Théobald ne bougeait plus. Le corbeau, rassuré, pencha la tête et arracha quelques mèches de cheveux. Personne ne réagit. Une vieille femme qui vendait des légumes à quelques mètres détourna le regard. Elle aurait voulu prier, mais sa bouche resta fermée. La peur d'être vue
associée à ce condamné suspendu, la paralysait. Mieux valait garder le silence, comme tous les autres. Le 5e jour, une odeur monta, lourde, douceâtre, insupportable. L'odeur d'un corps qui n'a pas été lavé, nourri, ni bougé. L'odeur de la faim, du sang et de la fièvre. Elle envahissait la place entière. Certains commerçants fermèrent boutique plus tôt. D'autres s'essayèrent à allumer de l'encens. Un boulanger jura qu'il voyait le visage de sa fille morte dans les yeux ouverts de l'homme dans la cage. Mais il ne le dit à personne, seulement à sa femme, qui pleura en silence. Car tous, en secret, commençaient à sentir le poids du regard de Théobald. Même mortellement affaibli, il les jugeait, sans mots, sans gestes, par sa simple présence. Le 6e jour, la pluie tomba plus fort, froide, cinglante. Elle tambourinait sur les toits, sur les pavés, sur le métal de la cage. Le corps à l'intérieur était trempé, la peau collait au fer, les doigts ne bougeaient plus. Une guêpe se posa sur sa joue, resta là, puis repartit. Un enfant, assis sur les marches de l'église, observa la scène. Il demanda « Maman, est-ce que les gens dans les cages vont au paradis ?» La mère ne répondit pas. Elle se leva et le tira par la main. En passant devant la cage, elle ferma les yeux. Mais elle savait. Tout le monde savait. Le 7e jour, à l'aube, il n'y eut plus de mouvement. Aucun frisson, aucun tremblement. La cage était immobile. Même le vent semblait s'être arrêté. Les oiseaux étaient partis. Le silence pesait, comme un drap humide sur la ville. Ceux qui passaient regardaient furtivement, puis baissaient vite les yeux. Le corps était là, tordu, les yeux ouverts, fixes, la bouche entr'ouverte, sans souffle. Une main dépassait entre deux barreaux, noircie, figée. Et pourtant, personne ne dit « il est mort ». Parce que le dire, ce serait admettre qu'ils avaient assisté, jour après jour, à la mort lente d'un homme sans lever le petit doigt. Au crépuscule de ce même jour, le maire de la ville demanda « Est-il encore en vie ?» Le garde baissa la tête. « Je ne crois pas, monsieur. » Le maire soupira. Il ne donna aucun ordre. Il se contenta de dire « Qu'on le laisse encore là un jour, par précaution. » Et ce fut tout. La cage resta suspendue. Et Théobald, désormais silencieux pour de bon, continuait d'observer la ville qu'il avait condamnée, non par justice, mais par peur, par vengeance, par lâcheté. Le 8e jour, personne ne monta pour vérifier. Le corps pendait toujours là, rigide, recroquevillé comme une bête battue. Le matin, un brouillard épais enveloppa la place. La cage flottait dans cette mer blanche, comme un fantôme de métal accroché au ciel. Les premiers passants hésitèrent. Certains s'arrêtèrent, d'autres contournèrent la place, mais tous comprirent sans un mot. Théobald ne respirait plus. Ce n'était plus un homme, juste un cadavre suspendu que la ville refusait encore d'admettre. Le 9e jour, les mouches arrivèrent par centaines. Elles bourdonnaient autour des barreaux, entraient dans les yeux ouverts, se posaient sur les lèvres craquelées. L'odeur s'intensifiait, sucrée, fétide, presque vivante. Elle s'infiltrait dans les maisons, dans les vêtements, dans les rêves. La nuit, les enfants se réveillaient en criant. Les parents disaient que c'était le vent, mais ce n'était pas le vent, c'était la cage, c'était lui. Le 10e jour, un homme venu d'un village voisin voulut savoir ce qu'était cette chose suspendue. On lui raconta. Il blêmit, mais ne dit rien. En repartant, il murmura « Vous êtes pire que lui ». Un garde l'entendit. Il fut expulsé de la ville, sans discussion. L'argentière ne voulait plus qu'on parle de Théobald. La ville voulait l'oublier. Mais la cage, elle, restait là, comme une gifle en plein ciel. Le 11e jour, une assemblée fut convoquée. Le maire, blême, annonça « Il faut l'enlever, l'odeur est insupportable ». Un silence suivit. Personne ne se proposa. Aucun homme libre ne voulait toucher la cage. Aucun ne voulait être celui qui poserait les yeux sur le cadavre de trop près. Alors on alla chercher un prisonnier, un voleur condamné à mort. On lui proposa la liberté en échange d'un service, décrocher ce qu'il restait de Théobald. Le 12e jour, à midi, l'homme grimpa à l'échelle, lentement, sous les regards tendus de toute la ville. Il avait une corde, des gants et un mouchoir sur le nez. Arrivé en haut, il s'immobilisa. On le vit reculer d'un pas, trembler. Puis il se pencha, attacha la cage à un crochet, la décrocha et la laissa descendre. Quand la cage toucha le sol, un bruit humide résonna, comme un sac de viande qu'on jette contre un mur. Les femmes détournèrent les yeux. Certains enfants pleurèrent. Un chien aboya sans cesse, puis s'enfuit. La porte fut ouverte.
et ce qu'on découvrit à l'intérieur n'avait plus rien d'humain. Des os tordus, de la chair brune, des lambeaux de tissu, une odeur à couper le souffle. Le prêtre s'approcha. Il bénit les restes. Il ne dit pas de nom, juste une prière pour l'âme sans sépulture. On l'enveloppa dans un drap sale. On le mit sur une charrette. Et sans cérémonie, sans cloche, sans croix, on le conduisit hors de la ville. Là, derrière la grange abandonnée, on creusa un trou. Peu profond, juste assez large. On y jeta le paquet, 2 pelletées de terre, puis on s'en alla. Aucun nom sur la tombe, aucun souvenir, aucun mot. Le soir même, un orage éclata. Le tonnerre gronda sur l'Argentière. Et dans les ruelles, certains jurèrent entendre un cri. Pas un cri de colère, pas un cri de vengeance, un cri de solitude, de détresse, un cri d'homme que l'on a laissé mourir, puis oublié comme un déchet. Mais le lendemain, tout reprit comme avant, ou presque. Les jours ont passé, puis les semaines, puis les années, mais à l'Argentière, rien ne fut jamais vraiment comme avant. La cage, on l'avait descendue, nettoyée, rangée dans les sous-sols de la vieille tour municipale. Elle n'était plus là, visible, accrochée au ciel. Mais elle flottait toujours, quelque part, dans les regards, dans les silences, dans les pavés même de la place. Ceux qui avaient vu la mort de Théobald se dérouler lentement devant eux continuaient à vivre. Ils vendaient leur pain, leur vin, leur laine. Ils riaient parfois. Mais chaque fois qu'un bruit métallique retentissait, chaque fois qu'un corbeau passait trop bas au-dessus de la ville, une crispation invisible traversait les visages. La cage n'était plus là, mais elle n'avait jamais été aussi présente. Une génération passa, puis 2. On n'en parlait plus à haute voix. Les enfants n'apprenaient pas cette histoire à l'école. Les prêtres l'omettaient dans leurs sermons. Le registre des morts ne mentionnait même pas le nom de Théobald. Officiellement, il n'avait jamais existé. Mais les anciens savaient, et certains, avant de mourir, racontaient, à leurs petits-enfants, à voix basse, avec des mots simples, des phrases lourdes. Et les enfants, bouche bée, imaginaient l'homme suspendu, les yeux grands ouverts, priant pour une pitié qu'aucun cœur n'avait osé lui offrir. Au XIXe siècle, alors que l'Argentière devenait une ville de mémoire, un musée fut fondé. On y regroupa les objets anciens, les archives, les artefacts de l'époque médiévale. Et dans une pièce sombre, au fond du couloir du rez-de-chaussée, un objet rouillé attira bientôt tous les regards. La cage, la même, tordue, rapiécée, mais encore entière, posée sur un socle de pierre, avec une simple étiquette. Supplice du XIVe siècle, objet d'exposition, ne pas toucher. Les visiteurs s'arrêtaient, fascinés. Certains prenaient des photos, d'autres demandaient « Qui était dedans ?» Les guides répondaient toujours la même chose. « On ne sait pas. Mensonge. » Mais un mensonge devenu habitude. Certains soirs d'automne, lorsqu'il pleuvait et que le musée fermait plus tard, des gardiens disaient sentir une odeur étrange près de la cage, un mélange de fer, de terre et de cendres mouillées. Un vieux gardien, silencieux et discret, assurait qu'il entendait parfois un souffle, très bas, comme un dernier soupir coincé dans les barreaux. Personne ne le crut, ou personne n'osa le croire. Et pourtant, la légende se propagea, pas dans les livres, ni les manuels, mais dans les murmures, les contes du soir, les avertissements donnés aux enfants trop curieux. Ne trahis jamais ceux qui te font confiance, ou la cage t'attendra. Ce n'était plus une punition, ce n'était plus une relique, c'était un miroir tendu à toutes les époques, à chaque peuple. Un miroir qui renvoie une question simple et terrible. Et toi, aurais-tu détourné le regard, toi aussi? Aujourd'hui encore, la cage est là, sous les néons modernes, entre 2 panneaux explicatifs sur les outils agricoles et les pièces de monnaie. Elle ne bouge plus, ne grince plus, mais elle regarde, elle attend,